Yaorana Annege et bienvenue dans Manava pour parler ruches, miel et abeilles. L'apiculture, une filière à l'épreuve depuis plusieurs années qui fait beaucoup d'émoi entre la réglementation, les maladies, l'insertion professionnelle et bien d'autres. Développons avec nos invités Valérie Antras, chargée de filière animale à la direction de l'agriculture, la DAG. Yorana Hari et Yorana à tous ceux qui nous regardent. Nous avons Juani Maresco, apiculteur et formateur. Bonjour Ali, bonjour à tous. Et Olivier Hainaut, directeur du GDSA, le groupement de défense sanitaire animale. Yorana Ali et bonjour à tous. Valérie, est-ce que tu peux déjà nous expliquer en quoi consiste l'apiculture? Qu'est-ce que c'est? Mais l'apiculture, c'est tirer parti des propriétés de l'abeille, qui est un insecte qui accompagne l'humanité depuis des millénaires. Et il s'agit juste de l'élever pour en tirer plusieurs produits, notamment du miel en général, mais ça peut être aussi des nouvelles abeilles et d'autres produits comme de la gelée royale, par exemple. Olivier, quel est le rôle du GDSA, le groupement de défense sanitaire animale, dans l'apiculture? Donc le GDSA, on est une association loi 1901 qui a été créée en avril 2021. Et donc on a un accompagnement autour de la santé de toutes les filières d'élevage. Donc particulièrement au service de l'apiculture, on s'assure de la bonne santé des abeilles. Donc on collabore avec les apiculteurs, on fait des visites de terrain, on a des projets comme un plan de sélection avec les apiculteurs de Rayatea et puis des visites techniques. Voilà. Juani, toi tu es apiculteur et formateur. Comment est-ce que tu as découvert cette filière et pourquoi en avoir fait ton métier? Alors, j'ai grandi sur les terrains agricoles de mon grand-père et j'avais voulu apporter une valeur au terrain et du coup en 2014, j'ai découvert l'apiculture par une formation, une initiation et j'ai commencé à avoir mes premières ruches et puis maintenant aujourd'hui ça fait 10 ans que je fais ça. Est-ce qu'au final c'est devenu presque une passion, si on peut dire ça? Ouais, déjà dès le début, hein, c'était une grande passion, ça m'a tout de suite pris dedans et puis voilà, et puis j'ai fait mon métier aujourd'hui. Valérie, pourquoi c'est une filière en développement en Polynésie française? Alors, c'est une filière qui est plutôt en phase de maturation, parce qu'on a eu depuis une dizaine d'années beaucoup d'installations de jeunes apiculteurs qui se sont lancés. Maintenant, on est dans une phase où il y a euh, beaucoup de production, ou en tout cas une quantité qui satisfait le marché local. Et donc, il faudrait plutôt diversifier, varier un petit peu les produits de la ruche. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de gelée royale, par exemple. Et puis, faire une diversification entre les différents miels, parce qu'on parle du miel, mais en fait, il y a des miels en Polynésie. Et c'est en ça qu'on va vers une maturation de la filière. Le miel, le public le connaît, mais la gelée royale, par exemple, c'est quoi? Est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est cosmétique? Alors, ça peut avoir un effet cosmétique. Bon, il faudra en parler plus avec un apiculteur, mais c'est souvent pris comme un complément alimentaire qui booste, qui stimule l'immunité. Voilà, et c'est très valorisé sur le marché. Et tu en parlais hein, totalement, tout à l'heure, le développement en Polynésie française. Est-ce qu'il y a des apiculteurs que sur Tahiti, mais ou est-ce qu'il y en a aussi dans les îles, à Moorea par exemple, ou dans les archipels? Non, c'est une des filières, c'est pour ça que ça a été aussi une des filières phares de la direction de l'agriculture, ou sur laquelle on a mis beaucoup de moyens, notamment en termes de formation, parce que l'intérêt, c'est d'abord principalement quand même, il faut revenir, c'est la production de miel. Et le miel, c'est un produit qui a la chance de se conserver à température ambiante pendant une durée assez longue. Donc, il peut être adapté à beaucoup de milieux. Et donc, on a des apiculteurs sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Et il y a à peu près 25% sur les îles du Vent et tout le reste est réparti dans les archipels. Donc, c'est vraiment un outil de développement pour les archipels. Et ça tombe bien. Avant de continuer, nous avons eu l'occasion d'interroger Olivier Thomas de Rayatea et de l'association Amui Tahira Manuiti Fatupuora no Rayatea. Et il nous donne son avis sur la différence entre l'apiculture à Tahiti et à Rayatea. Sur l'apiculture en elle-même, hein, on ne pratique pas tout à fait la même apiculture. Je sais que sur Tahiti, ils ont tendance à pas mal nourrir les ruches. Après, la météo n'est pas la même. Les récoltes ne sont pas forcément en même temps. Après, c'est vrai que sur Tahiti, c'est plus facile d'écouler le miel. Il y a plus de contact. Ouais, il y a des avantages et des inconvénients. Nous, sur Ayatea, on essaye
défendre, comment te dire, moi, ce serait une authenticité qu'on pense avoir, à savoir, on n'a pas du tout de loc sur l'île. Et bon, on travaille beaucoup autour de ça, faire attention, prévenir les gens, travailler avec des cires propres, essayer d'expliquer aux gens le moyen aussi d'éviter de recevoir ça, et puis surtout les transports interinsulaires, quoi. Hein. Ça, c'est important. La DBS a fait un courrier cette semaine là, qui rappelle un peu toutes ces choses. Et ça, c'est important. Et nous, on regarde bien, on essaye de voir un peu ce qui se passe au niveau des transports, quoi, limiter. Et c'est vrai qu'on a envie de défendre cet aspect sanitaire, à savoir, ben, pour l'instant, on n'a pas retrouvé de loc sur Ayatea. Alors Olivier, comme on vient de se rendre compte, hein, notre correspondant de Rayatea vient de parler de défis liés à la filière apicole et surtout sanitaire. Est-ce que tu peux compléter ces propos? Je rejoins complètement les propos d'Olivier et de en fait toute l'association d'apiculteurs de Rayatea avec qui on a une très riche collaboration. Donc nous, au sein du GDS, on a monté une commission sur la santé de l'abeille, donc où on a des apiculteurs qui travaillent avec moi, donc qui suis vétérinaire. Et en fait, on parle justement de cette un petit peu cette stratégie pour conserver des abeilles en bonne santé, parce qu'en fait, c'est la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle en Polynésie française, c'est qu'on a des abeilles en bonne santé. La principale menace sanitaire, c'est le varroa. Ce parasite, il est absent du territoire polynésien. On a des petits problèmes de loque américaine sur certaines îles. Donc, il y a eu des cas à Tahiti, Moorea et Taha. Après, il y a des îles où a priori il n'y en aurait pas, comme où il y a pu y en avoir par le passé, mais il n'y en aurait pas de signes cliniques à Rayatea ou à Huahine. La maladie serait également a priori absente des îles Marquises, où il y a aussi beaucoup d'apiculture là-bas. Alors justement, Euh, rentrons un peu dans les détails. C'est quoi une loque? C'est quoi le varroa? Alors, varroa, c'est un acarien, donc ectoparasite, donc qui lui va piquer les abeilles. Et en fait, il va se nourrir de ce qu'on appelle les corps gras de l'abeille. Les corps gras, c'est un petit peu toutes ses réserves. Et en fait, la femelle, elle va se développer dans la cellule operculée. Mhm. Et donc du coup, tout le cycle de reproduction va se faire dedans. Et en fait, on va avoir du coup des abeilles qui vont émerger, qui vont être affaiblies, et en plus, le varroa peut transmettre notamment un virus qui pose problème, qui est le virus des ailes déformées. Et varroa plus le virus des ailes déformées, ça fait une catastrophe. Donc du coup, les abeilles elles se développent mal. Il y a tout qui est déréglé dans la colonie, et on aboutit rapidement à la mort de la colonie. Alors voilà, rapidement, l'issue, elle est certaine. Voilà, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 6 mois, ça va dépendre après de petits facteurs intrinsèques. Et la loque américaine, ça, c'est une maladie qui est causée par une bactérie. La bactérie, elle s'appelle Penibacillus larvae. Et là, on va avoir aussi c'est une maladie aussi du couvain, où en fait, la larve, elle va déclencher une septicémie, elle va mourir. Et ça, on pourra le voir. Voilà, donc il y a des petits tests, le test de l'allumette, et il y a une odeur caractéristique. On voit ce couvain mort est là, ce couvain mort, et ça peut aussi aboutir à la mort de la colonie dans certains cas. Juani, est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de difficultés et comment est-ce que tu vois les choses évoluer justement sur le sujet, dans le domaine? Alors ben moi j'ai de la chance, j'ai jamais eu de cas de loque américaine sur Mhm. Moorea. Et, j'espère que ça ne va pas arriver justement déjà à Moorea. Et parce que ouais, c'est vrai que on a plutôt des abeilles en bonne santé et ça facilite beaucoup le travail d'un apiculteur. Et alors qu'avec la loque, tu as plus de risques de perdre tes colonies, de perdre la production et de diminuer ton cheptel. Est-ce que tu rejoins un petit peu comment dire, les propos de Olivier, notre correspondant de Rayatea? Est-ce que d'une île à l'autre, c'est différent? Oui. Alors ça peut être d'une île à une autre, mais ça peut être aussi d'un apiculteur à un autre. On n'a pas tous les mêmes pratiques. Hein. Il parlait de nourrissement. Ben, c'est vrai que moi, au départ, j'ai été formé au nourrissement des abeilles. On me disait qu'il fallait absolument les nourrir pour éviter qu'elles meurent en période de fraîche. Mhm. Et donc, j'ai adopté cette pratique-là au départ. Et après, j'ai changé ma pratique où j'ai décidé d'arrêter le nourrissement et de pratiquer l'apiculture plus sainement.
Dans l'interview, il nous l'a dit aussi, hein, Olivier Thomas, il y a des spécificités à Raiatea. Valérie, est-ce qu'il y a des spécificités en Polynésie française, tout simplement, par rapport à d'autres pays? Par rapport à d'autres pays, forcément, puisqu'on est un pays tropical, donc il y a des spécificités qui vont jouer de manière positive, notamment notre très belle image touristique. Mhm. Au sein même de la Polynésie, il y a des spécificités. Le miel des Australes est complètement différent de celui des miels des Marquises, qui est lui-même encore différent des Tuamotu. Vraiment, par archipel, on a des profils un petit peu différents qui peuvent être valorisés. Et par rapport au monde, il y a d'autres zones tropicales, mais voilà, on est sur un miel de zone tropicale. Donc, à côté de cette belle image, on a quand même un désavantage qui est lié à la température, qui fait que nos miels vont être exposés à des températures plus importantes depuis la production jusqu'à la commercialisation, et qu'on va avoir donc des taux notamment d'un dérivé qui s'appelle le HMF, qui va être un petit peu plus élevé, et ce qui peut être un obstacle à la commercialisation à l'étranger, si on veut faire de l'exportation notamment. D'accord. Alors, Olivier, est-ce qu'il y a un moyen de sensibiliser le public, la population, à l'importance de l'apiculture, la protection des abeilles en général? Ah ben oui, la population générale est quand même assez réceptive à la santé des abeilles. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. L'abeille, elle est un petit peu au cœur de ouais, des réflexions. Parce que ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, elle représente à la fois tous nos travers de nos sociétés occidentales, où on va parler d'agriculture intensive, d'utilisation de produits chimiques, d'uniformisation des variétés, de déserts verts. Tout ça, c'est je pense que le grand public commence à se sensibiliser de plus en plus à la protection de la biodiversité. Et l'abeille, elle bénéficie d'une très très bonne image de marque à ce niveau-là. Donc voilà, on a des abeilles. Bah, avoir des abeilles, c'est comme avoir un chien. On a des devoirs envers nos colonies. C'est de s'assurer qu'elles soient en bonne santé, les visiter régulièrement. Voilà, c'est juste du bon sens, quoi. La sensibilisation, parfois, ça crée des vocations. Justement, parlant de tes formations, Rouhani, est-ce qu'il y a des difficultés dans l'apprentissage du métier? Bah, c'est pas super difficile à apprendre l'apiculture, hein. C'est une formation d'initiation de 3 jours qui débute par l'apprentissage de base de l'apiculture avec la morphologie de l'abeille, le cycle de reproduction, le matériel qu'on utilise pour faire de l'apiculture, jusqu'à la récolte de miel. Donc c'est vraiment une base qui dure pas qui peut s'apprendre sur 3 jours, 3 à 4 jours, et qui te permet de démarrer l'apiculture. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à apprendre l'apiculture? Bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, hein. Dès que t'as envie d'apprendre, tu t'intéresses à l'apiculture, tu peux apprendre au plus jeune âge. Par contre, je suppose qu'il faut quand même avoir une certaine base financière pour pouvoir acheter, que ce soit la ruche ou même les rennes. Ouais. Comment ça se passe? Bah, pour commencer l'apiculture, déjà, il faut déjà que tu achètes une ruche, un corps de ruche, pour pouvoir mettre ton essaim à l'intérieur. Ensuite, il faut acheter l'essaim, donc il faut voir un apiculteur qui a déjà des colonies d'abeilles et qui propose du coup de vendre ses essaims. Une fois que tu as ta ruche, tu as ton essaim, tu peux t'installer et commencer à faire de l'apiculture. Donc dès le début, tu peux commencer avec une super grande ruche avec plein d'abeilles, ou est-ce que tu commences d'abord avec une petite reine, quelques Ouais, ouvrières? alors si t'as envie de voir comment se développe une colonie, en général, on va vendre des ruchettes. Donc c'est des petites colonies qui est sur 5 cadres avec une reine et environ 10 000 à 20 000 abeilles. Ah oui, quand même. Ouvrières. Je m'attendais à une centaine. Non, c'est 10 000, 20 000 abeilles. Ouais. D'accord. Ouais, il faut savoir qu'une colonie, elle peut compter jusqu'à 60 000 abeilles en pleine saison. Donc, on peut commencer avec des petites colonies et puis voir le développement de sa colonie jusqu'à ce qu'elle puisse produire du miel et qu'on puisse la récolter. Et Valérie, parlons un peu de réglementation. Comment je fais si j'ai envie de m'investir dans l'apiculture, mais que je n'ai pas de terrain? Est-ce que je peux avoir Bon, c'est un peu exagéré, mais est-ce que je peux avoir une ruche dans un appartement, par exemple? Ah, alors ça, c'est quelque chose qui est de la compétence des communes. Tout de suite, je te dis non, hein. Ne mettez pas de ruches dans des appartements parce qu'il y a surtout un problème de voisinage. C'est-à-dire D'accord. que les abeilles, elles sont attirées le soir par les lumières. Donc, si tu as des abeilles dans un milieu où il y a trop de voisins, tes abeilles vont s'inviter à la table de ton voisin et ça va très mal se passer, surtout s'il y a une personne allergique. Donc, il faut quand même prendre un certain nombre de précautions.
être dans un endroit qui est pas trop serré au niveau voisinage, et puis peut-être mettre en place des mesures qui permettent de protéger l'entrée de la ruche pour qu'elle soit pas trop exposée à la lumière, qu'elles aient pas envie de sortir le soir. Donc ça, je vois Wani qui a déjà l'expérience dans ce domaine qui pourra peut-être en rajouter. Sinon, c'est essentiellement sur le plan réglementaire, c'est pas au niveau de la direction de l'agriculture, c'est plutôt de la sécurité du public, donc c'est de compétences communales. D'accord. Et donc, si je veux le mettre dans un jardin, il y a possibilité, mais il faut respecter les conditions que tu viens de citer. Juani, est-ce que tu veux éventuellement compléter ce que vient de dire Valérie? Ouais, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de réglementation, on va dire, pour s'installer une ruche. Après, c'est juste du bon sens et de faire attention que les abeilles ne gênent pas son voisin, en fait. Voilà, faut juste avoir un accord avec ton voisin, comme quoi tu as posé ta ruche, que ça gêne pas, qu'il n'y ait pas d'enfant qui est allergique. Et puis après, voilà, tu peux. Olivier, est-ce qu'il y a des règles sanitaires? Des règles sanitaires, non. C'est pareil, il n'y a aucune règle. En fait, par contre, il y a des bonnes pratiques. Et ça, les apiculteurs ici, je sais qu'ils sont assez attentifs à ça. On va utiliser le même matériel, par exemple, sur un seul rucher. Ce qu'on appelle le rucher, c'est l'emplacement où il va y avoir des ruches. Et on va désinfecter le matériel après en changeant de rucher. Donc le lève-cadre, on peut le désinfecter à la flamme ou à l'alcool ou à l'eau de javel. Moi, quand je vais sur le rucher visiter les ruches des apiculteurs, je mets des gants en plastique jetable. Comme ça, voilà, je vais pas transmettre les bactéries. On parlait de la loque. Voilà, j'essaye de minimiser ce risque-là parce qu'il ne faut pas non plus que le vétérinaire, ça soit celui qui transmette les maladies. Ça serait un peu dommage. Exactement. Valérie, on en parlait tout à l'heure, il faut avoir une certaine base financière pour s'investir dans le domaine de l'apiculture. Mais est-ce qu'il y a des dispositifs de soutien financier pour ceux et celles qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui aimeraient s'investir? Alors, il n'y a pas vraiment de dispositif pour ceux qui s'installent. Il y a des dispositifs qui sont pour ceux qui ont une carte agricole. Et cette carte agricole, elle est obtenue quand on a, a priori, à partir d'une base de 20 ruches. Donc, avec 20 ruches, on peut avoir une carte agricole. Et là, on passe dans une catégorie professionnelle qui donne accès aux aides. On ne peut pas aider tous les particuliers qui voudraient se lancer à avoir quelques ruches. Pour l'installation des jeunes, il y a un dispositif qui est très intéressant qui s'appelle le FIA, la formation à l'installation des agriculteurs, qui permet de coupler avec des aides du CEFI pour ce qui est du paiement. En tout cas, ça donne un petit revenu à la personne qui est en cycle de formation, donc ça lui permet quand même de subvenir à ses besoins et de suivre un parcours avec des professionnels, avec de la formation. C'est le CFPPA qui fait cette formation et c'est l'organisme de référence. Si on veut s'installer, je pense que c'est la voie royale, ce serait là, parce que ça permet d'être tout de suite bien encadré et bien accompagné. Parlant d'accompagnement et d'encadrement, Juani, comment est-ce que tu encourages les jeunes à s'investir justement dans l'apiculture et à en faire son métier? Je les encourage à s'intéresser déjà aux abeilles, à la pratique qui est utilisée. Je travaille avec le lycée agricole, du coup on essaie d'apporter un peu une partie apiculture avec les élèves. Donc on a un club d'apiculteurs tous les mercredis après-midi. Et on encourage les jeunes justement à venir tous les mercredis après-midi et à pratiquer l'apiculture. On fait de la récolte avec eux, on fait de l'entretien de ruches. Voilà, vraiment qui s'intéressent à l'apiculture. Je vous propose, pour continuer, qu'on retourne à Raiatea avec Olivier Thomas qui va nous donner son point de vue sur l'avenir et les formations en Polynésie française. On peut toujours développer, hein. Il y a plein de niveaux d'apiculture, plusieurs métiers dans l'apiculture aussi. La formation, ça fait un peu des yo-yo, on a l'impression. Il y a des moments où il pousse la formation, un moment où il y a moins, après ça repart. Il y a eu un moment beaucoup de formation des premiers niveaux, ça c'était bien. Peut-être après il aurait fallu des formations plus pointues pour augmenter le niveau de ces personnes quoi. Donc il y a des grands formateurs qui sont passés, hein. Je pense à Jérôme Regnault, on a aussi Romain là qui est en Calédonie qui fait un travail extraordinaire là-bas. Donc
voilà, profiter de ça. Et puis après, surtout, c'est vrai que le varroa nous fait très peur. Euh, Quoi qu'en dise la DBS, hein, moi je te dis ce que j'ai sur le cœur, hein, quoi qu'en dise la DBS, en ce moment, on a une personne sur le territoire qui est un grand spécialiste de cette maladie, qui a fait ses preuves à La Réunion. Hein. C'est Olivier Hainaut. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être bien écouter ce que ce monsieur a à dire sur l'avenir de la filière en cas d'arrivée du varroa. Je pense que c'est très important de faire des formations, faut pas se fermer les yeux. On sait que ça peut arriver sur un bateau ou n'importe quoi. Alors, Olivier Hainaut, il t'a cité hein, dans son interview. Est-ce que justement il y a des formations pour éviter ce genre de difficultés ou des projets à venir? Alors, il y a déjà eu des formations et il y a des projets. Donc voilà, tout à l'heure, je parlais de l'histoire du GDS qui a été créé en 2021. Voilà, il a fallu en tant que directeur, que je consolide avec l'équipe du conseil d'administration la structure. Et donc, en fait, on s'est plutôt focalisé sur les filières porcines et volailles sur les 2 premières années. Et là, la filière apicole est prioritaire cette année en 2024. Donc, ça a été voté en assemblée générale. Et donc, j'ai fait une formation sur le varroa aux apiculteurs de Rayatea. Et parce que, en fait, moi, je viens de La Réunion, où moi, pendant 12 ans, j'ai travaillé dans l'océan Indien, donc sur les maladies des abeilles. Et en 2017, on a eu à La Réunion la détection de varroa. 2014, j'avais travaillé aussi à l'île Maurice sur la détection du parasite. Et 1 an après la détection donc, du parasite à La Réunion, donc j'avais fait une enquête épidémio, c'était en août 2018. Donc 1 an après la détection du parasite, on avait plus d'une colonie sur 2 qui était morte. Donc on était à 64% de mortalité des colonies. Donc ça, c'est une réalité biologique. On avait 250 apiculteurs déclarés à La Réunion. Quand j'ai quitté La Réunion en 2021, il y avait plus de 1000 apiculteurs qui étaient déclarés. Donc, parce que voilà, c'est une grande île apicole aussi. Et en fait, il y a des problématiques ici sur lesquelles on se doit d'être prêt. Et on se doit donc de travailler avec la direction de la biosécurité sur un plan d'urgence, travailler sur une anticipation de la crise. Voilà, je considère que c'est le rôle du GDS à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que nous on travaille avec les apiculteurs. Et donc voilà, on va essayer de faire les choses. Et donc le projet de cette année, c'est le déploiement de ruchers sentinelles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en détail? Alors les ruchers sentinelles, donc ça va être des ruchers, ça va être des ensembles, des petits ruchers de 3 ruches. Donc 2 ruches avec des abeilles, donc ce qu'on appelle 2 ruches peuplées, et une ruche vide qui va servir de piège. Donc ça, on va en disposer 7 à Tahiti, 3 à Moorea et 3 à Rayatea. Donc à Rayatea, ça va être nos amis de l'association des apiculteurs qui feront les suivis. Et l'objectif, donc, c'est on va passer entre toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, et on va s'en servir à la fois, regarder est-ce qu'il y a le parasite, est-ce qu'on a de la loque américaine, noter le développement des colonies, parce qu'en fait, on manque de données sur la biologie des abeilles à Tahiti, en Polynésie française de manière générale. On parlait de territoires différenciés. Donc voilà, en fait, moi, je vais faire des mesures de taille de couvain, de prise de poids de la ruche pour essayer de comprendre. Et justement, on parlait de nourrissement. Je pense que le nourrissement n'est pas une bonne pratique ici. Parce que voilà, il faut qu'on valorise nos expériences tropicales. Et je pense qu'on a eu des formateurs qui venaient peut-être de pays tempérés, où il y a un vrai hiver, un arrêt de ponte, ce qu'on appelle de la reine. Et ça, ils étaient pas prêts à ce qu'en fait, ici, les reines, elles pondent tout le temps. Et moi, je crois beaucoup plus aux échanges, comme dit Olivier, avec des pays tropicaux, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Hawaï, où on peut avoir des expériences qui sont similaires et en tout cas une climatologie qui se ressemble, quoi. Donc c'est plus à but préventif, hein, ce projet de rucher sentinelle, faire attention aux habits. Juani, pour terminer, il y a cette fameuse phrase qu'on trouve sur Internet. Est-ce que c'est vrai que si les abeilles disparaissent, la nature va mourir? Je sais pas si c'est vrai, hein. Et je sais que en tout cas les abeilles elles participent grandement à la pollinisation de nos îles. Et on dit à 80%. Et c'est vrai que si elles disparaissaient, il y aura beaucoup de moins de pollinisation, et donc beaucoup moins de fruits, de légumes. Et la végétation
se reproduiraient beaucoup moins rapidement. Après, il y en a quand même d'autres insectes qui pollinisent, mais est-ce que ce sera suffisant? Ça, je sais pas. Donc, elles sont essentielles pour tous, du coup. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vais juste rappeler les différents sites. Donc, le site de la DAG, service-public.pf/DAG, la page Facebook du GDSA, gds-a.pf et le Facebook de Hoani avec Abeille Moorea Academy. Merci beaucoup d'avoir répondu Merci, à Ali. notre invitation. Merci Ali. Merci. Et nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Passez un excellent week-end sur TNTV en commençant déjà par votre VA en tahitien, votre journal en tahitien. Bonne soirée et bon week-end. Maururu itotato farerir a trahuma parheana.